Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne avec ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Lors des 2 premiers épisodes, on a présenté le podcast dont le but est d'accompagner des coureurs normaux, ce que j'appelle la 2e partie peloton, à réussir un premier marathon proprement et surtout sans se blesser. On a également rappelé l'importance de se fixer un objectif. Avec ce podcast, on vise le marathon du Brabant wallon qui aura lieu le 20 juin 2026. Alors, on n'a pas encore parlé dans ce podcast de la préparation du marathon lui-même, on y viendra, mais on a parlé du plan d'entraînement de base du futur coureur de marathon. On suppose que vous êtes capable de courir déjà 1 heure 15, tranquillement, cool. Et je rappelle que le plan de base de la semaine typique du coureur amateur qui envisage de faire un marathon, c'est une sortie, par exemple le mardi, d'1 heure en endurance fondamentale, calmement, une sortie, par exemple, le jeudi, une journée d'écart, en fractionné, en faisant, par exemple, du fartlek et une sortie longue le week-end. J'ai reçu quelques questions d'auditeurs parmi vous qui me demandaient: «Mais c'est long comment, une sortie longue?» Alors une sortie longue, lorsqu'on prépare un marathon, même si on envisage de mettre 4 heures ou 5 heures pour le marathon, ce n'est pas une sortie de 4-5 heures. Il n'est évidemment pas nécessaire, enfin évidemment c'est pas si évident que ça, mais il n'est pas nécessaire de courir aussi longtemps que le marathon. En mode normal, lorsqu'on n'est pas en préparation de marathon, on on considère qu'on fait déjà une sortie longue si on court, disons, en 12 et 15 kilomètres. Parfois pousser un peu plus loin, aller jusqu'à peut-être 20 kilomètres, mais en mode normal, en tout cas, on ne doit pas faire des sorties, nécessairement très, très longues, 1 heure et demie, 2 heures, lentement, calmement, en endurance fondamentale, en zone verte. On parlera plus en détail du cardio dans le prochain épisode, mais on sort en zone verte, disons 1 heure et demie à 2 heures. Attention, on ne passe pas de 10 kilomètres à 20 kilomètres d'une semaine à l'autre, il y a une progression. Si vous êtes habitués à sortir 10 kilomètres, commencez par faire d'abord 11 kilomètres, consolider un peu, quelques semaines plus tard 12 kilomètres. Allez-y progressivement. En mode préparation du marathon, on le verra dans quelques épisodes de ce podcast, on fera des sorties plus longues. On va commencer par des sorties autour d'une quinzaine de kilomètres, chaque week-end, et on augmentera progressivement la distance jusqu'à avoir 6-7 sorties plus longues, et on ira jusqu'à des sorties de 27 kilomètres. Est-il nécessaire de faire des sorties plus longues que 27 kilomètres? Heu, le rapport coût-bénéfice est hautement discutable. En fait, si on est capable de sortir 3 heures, ça en gros, ça va être l'idée. Une fois qu'on sera dans l'ambiance du marathon, on sera capable de courir 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures, je dirais pas sans difficulté, mais tout à fait bien. Si on fait des sorties de 4 heures pour préparer un marathon de 4 heures, il y a un risque de blessure qui est plus important. Donc on va toujours trouver le bon équilibre entre préparation et risque de blessure. Des sorties de 15 à 27 kilomètres et 6, 7, 8 sorties longues sur 16 semaines, enfin plus longues que d'habitude, donc plus que 15 bornes, seront suffisants pour préparer un premier marathon que l'on souhaite finir dans de bonnes conditions. Voilà, donc sortie longue, en mode normal 12 à 15, en mode préparation 15 à 27, selon un plan qu'on va dérouler progressivement en 16 semaines. On parlera du plan, il y aura 4 blocs, un bloc de bonnes habitudes, un bloc où on va, se préparer, un bloc où on va, faire du fond et un bloc d'affûtage. On reviendra sur tout ça. Pour bien réussir, les sorties, qu'elles soient courtes ou longues, on va consacrer ce podcast à une question fondamentale qui est la question de l'équipement. Alors, on aura beaucoup l'occasion de revenir sur les équipements. On va parler chaussures un peu plus loin dans ce podcast. Mais on aura aussi l'occasion de parler chaussettes et là,
c'est vraiment le complément idéal de la chaussure, hein. Moi, je vous recommande de vraiment regarder à de bonnes chaussettes. On aura, pour courir. Personnellement, je fais pas de placement de produits, je ne suis pas payé par eux, mais je suis un fan de la marque Falk, hein, www.falk.com/be_fr. Ils ont des chaussures de running, la série RU, hein, RU pour run. Ça existe en hauteur basse, en hauteur haute, hein, et à différentes épaisseurs. Ils ont des RU1, RU2, RU3, RU4, selon effectivement la température. Ils ont des chaussures de trekking, les séries TK. Ils ont également des chaussettes, pardon, de compression. Alors ça, on peut discuter l'intérêt d'avoir de manière générale, de l'équipement de compression. On peut compresser les mollets pour, faciliter la circulation. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai fait ça à un moment, puis j'ai arrêté, je ne suis plus fan. Il y a également des systèmes de compression, des quadris, par exemple, faut essayer. Là aussi, j'ai essayé un moment, puis finalement je suis revenu en mode normal. Et moi, personnellement, à côté des Falk, en hiver et même parfois en été, sur des longues distances, ce que j'aime encore bien, c'est des chaussettes de ski. Donc des chaussettes montantes qui compressent un tout petit peu, mais moins que de la compression. Chaussures, on va revenir dessus. Chaussettes, très, très important, trouver des chaussettes, qui ne vous abîment pas, qui ne chauffent pas, qui ne vous font pas de cloques, qui vont bien sur les pieds, et cetera. Donc, il faut effectivement bien trouver, et c'est sûr que investir dans une bonne paire de chaussettes pour la course à pied, c'est souvent un très bon investissement. On va parler, enfin, on parlera plus tard de shorts ou de pantalons. Au niveau du dessus du corps, le principe aussi, c'est de travailler par couches. On met une, 2, 3, 4 couches. On met pas un gros, gros pull. On met jamais de coton en dessous parce que si on a froid, enfin, si on transpire, le coton devient humide et au premier coup de vent, on prend froid. En été, on met typiquement un t-shirt technique, éventuellement un sans manches, éventuellement un coupe-vent. D'excellents coupe-vent, on en reparlera. Personnellement fan de la veste Bonatti chez Salomon, elle est un peu chère, mais c'est un très bon investissement. En hiver, on privilégiera, c'est compliqué, une couche type mérinos en dessous, hein, donc un genre de sous-pull bien chaud, éventuellement un sous-pull, une veste et un coupe-vent. Le coupe-vent, très, très important, à la fois pour la pluie, mais aussi pour pas prendre froid avec le vent. Donc même parfois, il y a des coupe-vents sans manches éventuellement, hein, plus un peu comme les cyclistes utilisent, donc ça peut être très intéressant. En hiver, on pensait à prendre des gants, tester quelle sorte de gants vous conviennent. Il y a des sous-gants, il y a des vrais gants, donc faut trouver. Moi, j'en ai testé pas mal. À la fin, c'est quasiment dans des gants techniques, type, gants de ski de fond, casquette ou bonnet, et certains, embarquent également un petit sac. Alors soit un sac banane, moi personnellement j'ai un petit sac banane de trail dans lequel je mets mon portefeuille, mes clés, mon GSM accessible, éventuellement des barres ou un gel. Certains ont des sacs bananes où on peut prendre de l'eau également sous forme de flasques ou heu de petites bouteilles, plastiques. Alors, quand faut-il prendre de l'eau? Moi, je dirais si on une barre, moi je suis diabétique, donc des barres, j'en ai tout le temps, j'en ai toujours au moins une avec moi. Mais pour, disons, des coureurs normaux, c'est bien d'avoir une petite barre, en cas de dépannage, et moi je prends de l'eau dès que je cours plus que, heu, 1 heure 15, 1 heure et demie. Hem, voilà, il y a toujours un compromis à trouver entre, le fait de courir léger, ce qui est évidemment très agréable, et le fait d'avoir ce qu'il faut. Avec les flasques, par exemple, flasques de 250, centilitres, on sait souvent dans un sac banane ou dans les shorts. Maintenant, beaucoup de shorts ont de nombreuses poches. On peut coincer une flasque et courir en n'étant pas du tout gêné. Dès qu'on fait des plus longues sorties, hein, plus qu'1 heure 15, je dirais, c'est intéressant d'emmener un peu d'eau pour pouvoir s'hydrater, et notamment si vous prenez des gels, on en parlera, on ne prend pas de gel comme ça. On prend un gel et on boit de l'eau sur le gel. Bah, ça dépend les marques de gel, mais la plupart des gels nécessitent effectivement, de boire juste après. D'où l'importance évidemment d'emmener des gels à tester, puisqu'on on va devoir se réalimenter en marathon. Les longues sorties sont l'occasion de tester des gels
et de, tester la manière de les prendre, de les absorber, donc gel plus flotte. Pour ça, la grande mode aujourd'hui sont les sacs de course, hein, d'espèces de gilets, avec des poches où on peut mettre les flasques. Certains mettent, des des camelbacks. Personnellement, j'ai un camelback à 2 poches. Donc dans une poche, je mets de l'eau, dans l'autre poche, je mets des hydrolytes qui permettent aussi d'éviter de se déshydrater, ou plutôt de rester hydraté de la bonne façon plus longtemps, double poche. Là, évidemment, c'est très bien. Ça permet de tenir de plus longues distances, notamment en trail, hein, où on a moins de ravitaillement si on est dans une course. Mais si on part en solo, ou en tout cas à l'entraînement hors, organisation, il faut emmener évidemment tout son ravitaillement avec soi, et le sac de course qui est un petit peu trop fashion, hein. On voit parfois des gens qui partent avec des sacs de course pour aller faire une demi-heure de jogging. Bon, c'est sympathique, mais un petit peu ridicule. Néanmoins, bon, entre le sac banane ou le sac de course, il faut évidemment prendre ce qui est pour vous le plus confortable, et se dire qu'il est quand même utile d'avoir au moins, son portefeuille, un petit peu d'argent, son GSM, sans doute une barre, un peu d'eau ou beaucoup d'eau selon la distance, et il faut évidemment trouver une façon pratique de transporter tout cela. Alors, dans cet épisode, un petit mot sur la chaussure de jogging. La meilleure chaussure de jogging, c'est pas nécessairement la plus chère ou la plus à la mode, hein. Il y a évidemment des grandes marques, hein, Asics, Hoka, Salomon, New Balance, enfin il y a des tas de marques. Ce qu'il faut évidemment, c'est trouver une chaussure qui est bien adaptée, heu, à vous, à votre corps, à votre usage et au type de terrain que vous voulez, sur lequel vous voulez pratiquer. Le rôle principal, c'est de permettre de courir confortablement, longtemps et sans se blesser. Alors, il y a des centaines de modèles de course, l'important, c'est de trouver chaussure à son pied. Moi, personnellement, j'ai été opéré 2 fois du ménisque, donc j'ai besoin de chaussures avec beaucoup d'amorti. Je suis devenu fan de la marque Hoka et je tourne sur 2-3 modèles, hein. J'utilise la Speedgoat en trail, j'utilise, un autre modèle, sur la route, et je tourne toujours avec les 2 mêmes, ou les 3 mêmes modèles systématiquement. J'ai, une chaussure de trail basse, une chaussure de trail haute et 1 ou 2 paires de chaussures de route. D'une manière générale, il faut trouver évidemment, une chaussure qui vous convient, et il y a des grandes caractéristiques dans les godasses. Le premier élément, c'est: est-ce que la chaussure est plutôt amortissante ou dynamique? Ce que ça veut dire, une chaussure qui amortit, c'est une chaussure qui va absorber les chocs. Comme on s'entraîne sur marathon, on va sans doute courir beaucoup sur route, en tout cas lors du marathon, et il est important de protéger ses articulations, surtout lorsqu'on court longtemps, lentement, ou qu'on débute. Alors, pour une préparation marathon, moi, je dirais que l'amorti, c'est plutôt un allié qu'un handicap. L'opposé de l'amorti, c'est la chaussure plus dynamique. Et la chaussure, lorsque vous tapez au sol, elle vous renvoie, elle donne une sensation de rebond, de légèreté. Alors, c'est assez agréable, hein, pour aller vite, mais on prend plus de chocs dans les muscles, bien sûr, mais aussi dans les tendons, et cetera. Le top, évidemment, mais pour moi, c'est pas adapté aux débutants. J'en ai, hein, personnellement, mais c'est pas utile, et je les utilise d'ailleurs très peu. Ce sont les chaussures avec des plaques carbone, hein. Alors c'est sûr que si vous avez une certaine vitesse, peut-être qu'à 1,5 km/h, en toute transparence, ça chauffe les pieds. Il faut des chaussettes particulièrement bien adaptées aussi, et pour un débutant marathon, moi je dirais que la chaussure en carbone, c'est très, très cher et pas du tout utile, quoi. Donc pour un débutant en marathon, ou pour un premier marathon, ou pour un coureur tel tel que le groupe visé, enfin, un coureur comme nous, hein, des coureurs qui font ce que j'appelle moi la seconde partie du peloton, mais qui constituent quand même la grande masse des marathoniens, je privilégierais toujours le confort et l'amorti sur le dynamisme qui vient en second temps. Si une chaussure semble trop ferme, c'est également pas bon, hein. La chaussure, on doit être bien dedans directement, et moi je privilégierais toujours l'amorti. Un deuxième
grande caractéristique, c'est la notion de stabilité. Il y a des chaussures, la stabilité, c'est la façon dont la chaussure accompagne le pied à l'intérieur. Certaines chaussures sont dites stables ou guidées, hein, et elles peuvent aider si on a une foulée qui, soit penche à l'intérieur, on a les pieds qui vont vers l'intérieur ou les pieds qui vont vers l'extérieur. Alors il y a eu une grande, grande tendance il y a quelques années à trouver que tout le monde était tordu, et quasiment tous les coureurs avaient des semelles, dans leurs chaussures pour les stabiliser. On est revenu de tout ça. Moi, j'en ai eu longtemps. Un jour, j'ai arrêté et je me suis pas senti plus mal. Hem, il faut vraiment évaluer. Il y a une grande mode où on essayait de redresser tous les coureurs et ce qu'on gagnait dans la stabilité des pieds, bah, on le perdait parce qu'on avait habitué le corps à courir avec ses petits défauts et en corrigeant les pieds, ben, on attrapait des douleurs aux genoux ou des douleurs dans les hanches. En fait, si on est habitué à courir d'une certaine façon, probablement que le corps est aussi habitué. Alors c'est pas une généralité, hein, ça il y a encore des cas où une semelle est intéressante, mais d'une manière générale, la plupart des coureurs n'ont pas besoin de chaussures particulièrement stabilisantes. Donc une chaussure normale, amortissante est souvent un choix, qui va fonctionner pour la plupart des cas. Par contre, il existe de grandes familles de chaussures. Les chaussures dites de route et les chaussures dites de trail. La chaussure de route, elle a généralement une semelle un peu plus lisse ou légèrement structurée. Elle est conçue effectivement pour l'asphalte, les trottoirs, les pistes cyclables. C'est le choix logique lorsque on envisage un marathon normal, hein, qui est souvent un marathon sur route ou un marathon urbain. Les chaussures de route, elles ont en général un meilleur amorti que leur équivalent trail. La chaussure de trail, elle a des semelles crantées pour accrocher dans la boue, sur les chemins, dans la forêt. Elle est en général un peu plus rigide. Elle a une série d'éléments souvent protecteurs, hein, parce si on va taper dans une racine, faut pas que la godasse se démonte. Donc c'est une voiture, c'est une voiture, moi, c'est une chaussure qui protège davantage. Le problème, c'est que si on court avec des trails sur la route, on prend quand même plus de coups parce qu'en général, elles amortissent moins. Donc je dirais que si on n'a qu'une paire de chaussures et qu'on prépare un marathon sur route, une chaussure route, normale avec de l'amorti, c'est souvent un très bon choix. Néanmoins, avoir 2 paires, une paire pour route et une paire pour trail, c'est bien aussi parce que la chaussure de trail, elle permet d'aller courir en forêt et donc, par exemple, de se retrouver sur un sol plus mou, où on prend moins de coups. Donc personnellement, je cours beaucoup en forêt, beaucoup sur des sentiers, par exemple, et je cours beaucoup avec des chaussures de trail. Donc je privilégie en général 2 paires de chaussures, des chaussures route pour réellement aller sur la route et des chaussures trail pour aller en forêt. Si vous faites régulièrement des courses, c'est même pas mal d'avoir 3 ou 4 paires de chaussures, hein. Une version route pour vous entraîner sur la route, une version trail pour s'entraîner en trail et puis une paire plus moderne que vous gardez là, enfin plus récente, hein. Moi, j'ai une paire de route course que je garde uniquement pour quand je fais des courses et une paire de de trail courses que je garde pour quand je fais des courses. Voilà et quand elles ont, 600-700-800 kilomètres, bah, mes chaussures de compétition deviennent mes chaussures d'entraînement et puis, je rachète une nouvelle paire et comme ça je fais rouler. I les chaussures, c'est un petit investissement, mais il faut pas les garder, des milliers de kilomètres ou des années, hein. Ça tourne selon les marques, je dirais 500-800-1000 kilomètres. Moi, je suis fan de chez Hoka, par exemple, mais ce sont des chaussures qui, au bout de 500 kilomètres, je les passe de compète à entraînement et quand elles ont 1000 bornes, je les jette, hein. Donc je fais maximum 1000 bornes, avec une paire, parfois moins, toujours avec ce mode de rotation où mon ancienne version sert pour l'entraînement et ma version la plus récente, je les garde pour les compètes. Question également qui se pose souvent, est-ce qu'on met du Gore-Tex? Est-ce qu'on prend la version Gore-Tex, de ces chaussures? Le Gore-Tex est une matière qui rend la chaussure plus imperméable. Alors avantage, on garde les pieds secs lorsqu'on court sous la pluie ou si on passe dans une flaque d'eau à condition que ça reste sur la chaussure.
Ça peut être utile lorsqu'on fait, par exemple des randonnées, hein, ou avoir une chaussure Gore-Tex de rando, c'est sympa, ou pour des sorties très hivernales. L'inconvénient, c'est que c'est moins respirant, ça garde la chaleur. Si l'eau rentre dedans, elle ressort pas et donc pour courir, moi j'ai déjà essayé, j'ai des versions Gore-Tex, des versions pas Gore-Tex, mais en général, je trouve que le Gore-Tex, c'est pas extrêmement recommandé. C'est pas indispensable. Aujourd'hui, je préfère avoir des chaussures respirantes et des bonnes chaussettes techniques et si je passe dans la flotte, bah, voilà, j'ai les pieds mouillés 1 kilomètre et puis, ça sèche, quoi. Au final, en matière de chaussures, moi je dirais que le plus important, c'est que la chaussure, elle doit être confortable dès que vous l'essayez. On n'est plus dans les années 2000 ou dans les années 90. Aujourd'hui, une godasse, quand vous la mettez, elle est directement bonne. Elle doit être confort. Il faut prendre les chaussures généralement plus grandes en taille que la taille que vous prenez dans la vie. Moi, je fais du 43,5 dans les chaussures de la vie. Je prends du 44 2/3, hem dans les chaussures de course. Donc, pourquoi? Parce que je veux laisser de l'espace dans les orteils, notamment lorsqu'on court en descente, hein, où il faut pas que ça ait tapé, faut pas s'abîmer, il faut aucune sensation de douleur. Je règle avec les lacets, la manière dont la chaussure tient bien aux pieds, il faut les lacer correctement. Vous allez voir qu'il y a aussi des systèmes heu, de de d'ajustement, hein. Dans beaucoup de chaussures, il y a 2 petits trous, par exemple, au-dessus. Ça sert à faire une petite boucle, croiser les lacets de manière croisée et pouvoir ajuster très précisément sa godasse. L'important, c'est que ça doit créer aucune douleur immédiate. Ça doit être adapté au terrain et ça peut être testé, on peut le tester avant le jour de la course. Mais la chaussure, elle va pas se faire. Moi, il m'est arrivé d'aller chercher des chaussures, le matin avant de me rendre à Amsterdam. Là, je cherche acheter des chaussures à Bruxelles. J'ai été à Amsterdam l'après-midi, j'ai jamais mis les godasses et le lendemain matin, je cours le marathon d'Amsterdam avec mes nouvelles chaussures de route qui ont un amorti fantastique parce qu'elles sont neuves et qui me font absolument pas mal parce que en 2025, en 2026, les chaussures, on est naturellement bien dedans lorsque, la chaussure est la bonne pour soi-même. Évidemment, avec le temps, je tombe toujours exactement avec les mêmes chaussures, les mêmes pointures, donc je change de génération en génération, mais je suis évidemment sur des chaussures que j'oublie lorsque je cours, j'oublie que j'ai ces chaussures. Voilà. Chaussures, c'est vraiment un élément très, très, très important. On abordera dans les prochains, numéros un autre composant, un autre élément clé de l'équipement et de la progression, à savoir le cardio-fréquence-mètre. Mais pour les chaussures, mon meilleur conseil, c'est aller voir un magasin spécialisé, essayer plusieurs modèles. Il y a même des magasins où on peut courir éventuellement quelques minutes avec et choisissez la chaussure dans laquelle vous vous sentez naturellement bien sans trop réfléchir. C'est sans doute celle qui va vous convenir. Moi, je dirais pas Gore-Tex, amortie, pas spécialement stabilisante, et si vous avez l'occasion, si vous faites qu'une paire en marathon, une chaussure de route, si vous avez l'occasion d'en prendre 2 paires, en fait, vous investissez, mais sur la durée dans le temps, ça va revenir au même, hein. Votre investissement chaussures au kilomètre sera le même, simplement vous achetez 2 paires au départ, vous vous retrouvez effectivement avec, 2 paires, une de trail, une de route, c'est idéal. Une fois que vous connaissez bien, la chaussure qui vous convient, il y a des sites, de vente massive. Moi, je suis un grand fan de, iRun.fr, qui est un grand distributeur de chaussures. Comme j'achète toujours les mêmes, il y a des périodes de soldes. Il y a une paire de godasses qui coûte, par exemple 160 balles en magasin. Il y a plein de moments dans l'année où elles sont à 120, à 100, à 90. Donc il y a vraiment toutes sortes de possibilités effectivement, d'acheter les chaussures à l'avance. Moi, j'ai toujours plusieurs boîtes à l'avance et d'être effectivement, d'acheter des chaussures, disons, à des prix raisonnables. On se retrouve dans le prochain numéro de Je cours pour mon premier marathon. D'ici là, bon entraînement, prenez du plaisir parce que le marathon, comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. À bientôt.